Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus avec mes compères Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre. Et Martin. Salut les gars. Et aujourd'hui on est en compagnie de Félix. Bonjour Félix. Bonjour Salut les gars. Félix. Salut Vous allez bien? Félix. Oui, et Ça toi? va et toi? Ça va, en pleine forme. Du coup Félix c'est un très bon pote à nous avec qui on a fait plusieurs projets. Comment tu te présenterais? Pour me présenter, je dirais que je suis réalisateur. Après, je fais pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir été réalisateur sur des projets perso, ça m'a amené aussi à faire du montage, à cadrer surtout mes projets, et puis aussi à faire de l'étalonnage et de la colorimétrie. C'est un truc que j'adore faire. Okay. Et donc, oui, pour résumer, je suis réalisateur, et ça m'a amené à travailler dans plein de domaines différents dans l'audiovisuel. Voilà. Ok. Est-ce qu'on pourrait Débunker la rencontre. Coucou, c'est moi. Ouais, la rencontre, comment on se connaît, comment on s'est rencontrés? Félix, il a fait MJM à Nantes, comme toi et moi, Cédric. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec Félix. Il était dans la même promo que nous, en vidéo effets spéciaux. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, voilà. Ouais. Et c'est là du coup qu'on a rencontré Félix. Oui. Et ça fait, je pense, une bonne année là où on s'est un peu Retrouvé retrouvé aussi, après l'école, tout ça, où du coup on commence à refaire des petits projets ensemble, Ouais. que ce soit des projets perso et sinon des projets, des prestats, des pubs, des captations de C'est concerts vrai. notamment, parce que c'est vraiment un peu plus ton truc. Ouais. Et, Carrément. et voilà. Du coup ce serait quoi ton parcours avant en fait? Comment t'en es arrivé là? Avant MGM, du coup, Ouais. en fait, moi, j'ai commencé à filmer un peu de mon côté vers 16-17 ans, je dirais, tu vois. Ok. J'ai commencé avec un Canon, tu vois, avec le zoom et tout, un peu éclaté, enfin, le pack de base. Le classique. Et en fait, moi, par contre, en vrai, je voulais être réalisateur, enfin, faire du cinéma depuis tout petit, tu vois. C'est un truc qui est arrivé dès mon enfance et tout. Et mais par contre, je voulais pas faire des choses, un peu à l'arrache. Je voulais prendre le temps de me dire, quand je serai prêt, le premier truc que je fais, tu vois, ça sera un vrai truc, entre guillemets, tu vois, un peu travaillé et tout. Et donc, du coup, vers 16-17 ans, tu vois, je me suis pris mon premier réflexe. Et direct, en fait, j'ai voulu faire un court-métrage, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas filmé des trucs un peu à l'arrache, tu vois, dans mon jardin et tout. Je me suis dit, putain, je vais faire un court-métrage de fiction, tu vois, avec mon frère, ma famille et tout. Donc, j'ai commencé par ça. Ça m'a formé, c'est ce que j'ai dit un peu dans l'intro, en fait, c'est que, du coup, je cadrais, évidemment, parce que j'étais tout seul. Et après, je me suis mis au montage, tout ça. J'ai commencé aussi même un peu à étalonner. Sur Sony Vegas à l'époque. T'inquiète. Sony Vegas. Et du coup, j'ai fait un peu tout ça. Et après, je m'amusais pour le coup à chaque fois en fait de vouloir faire des vrais projets, tu vois, à mon niveau, hein, j'avais 16, 18 ans, tu vois. Et après, j'ai intégré MJM, je sais pas, j'avais 19 ans, tout comme ça. Et j'ai fait une prépa d'abord et tout. Et puis après, on a fait les fameux 2 ans là, en montage vidéo et tout. Ouais. Et du coup, en fait, c'était assez naturel pour moi de faire ces études-là, tu vois. Et aussi, j'avais envie c'est bien d'apprendre, tu vois, tout seul. Je trouve que c'est intéressant de commencer, en fait, par soi-même, tu vois. T'apprends les techniques et tout, tu te débrouilles un peu tout seul. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'est aussi hyper intéressant de se confronter aussi au regard des autres. Et l'école, je trouve que c'était hyper intéressant pour ça, tu vois. En plus, nous, on avait des profs qui étaient des professionnels, en fait. C'était pas des professeurs, tu vois. Ouais. C'était des professionnels du métier, de l'audiovisuel et tout. Et ça, pour moi, en fait, MJM, franchement, les 2 ans, moi, elles m'ont servi de fou. Et même en termes d'expérience, tu vois, c'était vraiment hyper intéressant pour moi. Ça m'a permis aussi de progresser, de voir quel type aussi de réalisateur je voulais être. Et du coup, voilà, c'était hyper formateur et tout. Et ça s'est enchaîné assez rapidement de ce côté-là. Voilà. Je me rappelle bien en tout cas que dès le début, ça se voyait que tu faisais partie de ceux qui avaient déjà un peu un style, entre guillemets, t'avais déjà un peu ta patte. Quoi. Mais en fait, ça arrivait super vite. C'est un peu marrant parce que, du coup, pour revenir à ce que je faisais à 16-17 ans et tout, j'avais déjà cette vibe grand angle, tu vois. Genre, vraiment, le premier objectif que j'ai acheté, c'est un zoom 18 mm, tu vois. Du coup, j'étais déjà en mode, je veux faire du grand angle et tout. J'avais un peu la vibe Terrence Malick, même Haneke, tu vois, qui était en mode plan fixe, assez grand angle et tout. Carrément. J'avais un peu cette vibe-là. Et du coup, ouais, en fait, c'est venu hyper naturellement et tout. Et MJM, comme je disais, ça m'a permis en fait d'aller à fond dans ça. Ce qui était bien, c'est qu'en fait, chaque cours, on devait faire nos propres rushs, nos propres. Mais c'est ça qui était bien justement avec MGM, qui avait ses inconvénients et ses avantages, mais en tout cas dans les avantages c'est qu'on avait une totale liberté et surtout un studio avec du matériel qu'on pouvait prendre totalement gratuitement, on pouvait sortir le matériel pour faire ce qu'on voulait, et les exercices c'était vraiment de faire, de se créer son propre univers, de s'essayer à faire des choses
Et forcément, puisque école, scolaire, copains, tout ça, tout le monde commençait à avoir un peu ces petits univers, tout ça. De fou. Et de par l'école et les copains et tout ça, et du coup, il y avait un peu, pas la compétition, mais tu sais, chacun, comme tu disais, son style, tu vois, genre chacun un peu son petit style, ses envies, ses idées, à vouloir faire des trucs, mais toujours sur des projets vraiment, mais genre sans aucune ambition. Simplement sur des exercices de montage qu'on devait filmer nous-mêmes ou des trucs de réal et tout ça, juste se faire plaisir. Tu me l'avais jamais dit, genre que t'étais vraiment pas passé par la case, toi dans le jardin en train de filmer des trucs comme ça, parce que souvent c'est un peu ça, tu vois, genre. Que je l'ai précisé. Je dirais que le court-métrage, Il y en a beaucoup qui ont commencé à filmer pas n'importe quoi, mais tu sais, juste se dire, je sais pas, j'ai un caméscope, un truc et tout. Et j'en profite pour, filmer dans son jardin, filmer n'importe quoi et tout. Et non, je sais pas, moi, j'avais vraiment envie de... Faire du cinéma, quoi. Ouais. Avant de faire de la vidéo, genre tu voulais faire du cinéma. Je voulais faire direct de la fiction et tout, tu vois. Ouais. Alors, à mes propres moyens. Et je sais pas, peut-être que j'avais aussi un côté... tu sais, je prenais ça hyper au sérieux, rapidement, en fait. Ouais. Et j'avais le côté... si je filme... C'était de la merde ce que je faisais à ces 17 ans, tu vois. Mais dans ma tête, si vraiment je filmais n'importe quoi... Et genre je me sentais pas bien, tu vois, fallait qu'en fait j'ai un but, tu vois, limite que ce soit un peu écrit, un peu préparé et tout, au minimum, tu vois. Oui. Et du coup, j'ai eu ça rapidement. Et un de tes premiers projets qui, pour le coup, est important, c'est que tu m'avais raconté que tu avais fait, puis même, je me rappelle à la première année d'MGM où tu l'avais montré, le clip de Tarte à la myrtille. Peut-être que ça parlera à quelques-uns de nos auditeurs. Mais musique, la grosse techno, acidcore, ce genre de choses. La techno et tout. Et c'était un gros buzz cette musique, genre très en 2016, 2015, un truc comme ça. Et t'avais fait le clip et tu me disais, genre t'avais 18 piges et t'étais monté sur Paris parce que t'avais envoyé un message au mec ou je sais pas quoi. En fait, c'était... alors ce projet-là, il est un peu fondateur aussi. J'ai commencé aussi... c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais avant MGM, j'avais fait 2 clips de musique. Et après, du coup, j'ai eu Tarte à la myrtille qui arrivait, c'était pendant ma première année d'MGM, donc en prépa. Donc j'avais pas encore fait les 2 ans, tu vois, de vraiment montage vidéo, réalisation et tout. Et en fait, ce projet-là, non, c'était à Nantes. C'était avec une boîte de prod à Nantes. Et par contre, j'avais un budget et tout. Là, c'était la première fois que j'avais une équipe technique. Parce que les premiers clips que j'ai faits, j'étais tout seul. Ouais. Et ça, faudrait aussi revenir sur ça. Tu as travaillé en mode solo, t'es réel et tu fais tout. Moi, je kiffais ça. Pendant très longtemps, c'était vraiment un truc limite, tu sais, un peu autiste. Genre en mode, je suis réel sur un projet. C'est moi qui fais tout, je suis limite tout seul ou j'ai un autre gars, mais tu vois, équipe vraiment très restreinte et tout. Et sur Tarte à la myrtille, qui était un peu mon premier gros projet, là, après on était genre 5, c'était pas non plus un truc de fou, mais déjà j'avais une équipe sans expérience, pro. Donc j'avais 18 ans et tout. C'est premier gap. C'est ça, premier gap et tout. Donc avec un vrai budget et tout. Et c'était un artiste nantais, le Wronski d'ailleurs. Et sur c'était une semaine de tournage, enfin tu sais 4-5 jours complète et tout. Oui, il y a une bête de bagnole décapotable, c'était une grosse organisation et aussi ring de boxe avec de la light et tout ça. Donc il y avait beaucoup de trucs, c'était hyper formateur et tout, mais du coup en fait le projet était tellement ambitieux et tout, parce que c'était un projet scénarisé, il y avait pas le Wronski en fait qui apparaissait dedans et tout, tu vois. C'était vraiment scénarisé avec un acteur, enfin il y avait aussi des figurants et tout, tu vois. Et en fait donc c'était hyper formateur, mais du coup, j'ai pas pu travailler entre guillemets mon style, ce que je disais un petit peu avant, tu vois, où j'essayais un peu de travailler ça avec la fiction et tout. Là, c'était vraiment en fait, t'avais un clip à réaliser qui faisait genre 4-5 minutes et tout. Et en fait, la mise en scène, c'était vraiment basique en fait. Enfin, limite, tu vois, le ring de boxe, oui, je filmais des mecs enfin, un vrai combat de boxe, mais il y avait pas forcément. Oui, j'avais Raging Bull, tu vois, en tête. Évidemment. Mais c'était pas plus que ça, tu vois. Il y avait tellement en fait une pression de tout filmer pendant, je sais pas, le ring de boxe, on avait 2 heures, donc, moi, j'avais pas l'habitude de ça, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Donc, hyper compliqué à mettre en place. Et, mais par contre, oui, ce que tu disais, c'était une musique qui avait fait genre des millions de vues et tout. Donc, le clip a fait des millions de vues. Il y avait le clip qui a fait des millions de vues genre, aussi. Ton premier projet, c'est pas juste toi en train de faire les gogoles avec tes copains, c'est plusieurs millions de vues sur YouTube. Je sais pas, il a dû faire 5 millions, tu vois, en tout. Et pourtant, tu vois, c'est pas un projet que je montre. Je l'aime pas dans le sens où il me ressemble pas, en fait. Et même mes 2 premiers clips qui sont vraiment éclatés, où j'étais tout seul et tout, au moins, tu vois, c'était avec mes objectifs à moi. Enfin, tu vois, il y avait un peu de moi, tu vois. Alors que Tarte à la myrtille, c'était plus compliqué. J'avais un chef-op aussi, première fois où je laissais aussi cadrer un petit peu. Et donc voilà, mais ça reste un projet formateur de fou, tu vois. Je suis content de l'avoir fait à 18 ans, en fait, direct et tout, quoi. Et c'était ton idée, du coup, tout le truc de boxe et tout, ou c'est l'artiste qui est arrivé alors c'est moi, par contre, qui a vraiment scénarisé le truc. Okay. J'ai contacté, en fait, l'artiste. En fait, j'ai utilisé mes 2 premiers clips. Je l'ai envoyé au gars. Et je savais que c'était Tarte à la myrtille que je voulais faire. Et du coup, j'ai scénarisé le truc, voilà, j'avais plein d'idées et tout. Et le gars, par contre, était vraiment let's go, enfin, il m'a laissé une liberté de fou, quoi. Il était même pas sur le tournage. Hein. Ah ouais.
Donc vraiment, il m'a laissé une liberté de fou furieux. Il a eu la surprise à la fin. Bah ouais, Pour un mec de 18 ans, genre, mais c'est trop bien, tu vois. Mais après, il avait un peu le même âge que moi. Enfin, je sais pas, je crois qu'il devait avoir 20 ans, tu vois, à l'époque. On avait quasiment le même âge et tout, il était tout jeune. Et en fait, il commençait aussi dans la musique. Il avait un peu buzzé dans le monde un peu de la techno et tout. Mais il commençait un peu dedans et tout. Donc je pense qu'il m'a fait confiance aussi sur ça. Et c'est pas lui qui a financé le truc, tu vois. Enfin, il a un peu financé en partie, mais très vite fait. Il était grave détaché du projet. Ouais, c'est ça. C'est quoi la raison? Tu sais ou pas? Je sais même pas, non, en vrai. On en a pas plus discuté que ça. Moi, en fait, j'étais content. En mode, il me laisse tout faire. Comme ça, la pression de l'artiste. Au début, j'étais un peu autiste sur mes réalisations. Genre, limite, si le mec me disait, bah, let's go, tu fais ce que tu veux, oh, j'étais trop content. Et même la petite boîte de prod qui m'a aidé était en mode, il me laissait faire ce que je voulais et tout. Ce qui est un avantage et ce qui peut être aussi un désavantage de fou, parce que t'as personne en fait derrière toi pour te contrôler, tu vois. Donc tu peux être en roue libre très facilement, ce qui a été un peu le cas avec Tartin la Myrtille, tu vois. J'avais genre plein de décors, mais trop bien d'avoir fait ça, ouais. Grosse expérience. Et le retour de l'artiste, il était content? Ouais, il était trop content. Okay. Bah, tant mieux. Bon, c'est le principal, hein. C'est ce que je me suis dit. Tu vois. Même moi, j'étais pas satisfait, mais le fait que l'artiste était content, bah, je me suis dit au moins, tu vois, c'est ça de valider, quoi. Et après MJM, et puis après plus cadreur et tout ça. Parce que c'est vrai, il faut le rappeler, c'est que tu es aussi avant tout un passionné de l'image et de sa technique. Oui. Et ce pourquoi aussi cet épisode. On va en parler, hein, de toute façon, je pense, même dans la deuxième partie ou quoi, mais voilà, tu vois beaucoup les choses à travers l'image, à travers la caméra, le choix du matériel et ce genre de choses. Et qu'est-ce qui t'aurait en tout cas attiré? Parce que maintenant, genre, t'as investi, t'as du beaucoup plus beau matériel en termes d'image, que ce soit chez Red ou Blackmagic. Enfin, tu te fais plaisir et t'as bien raison. Et qu'est-ce qui t'a amené en tout cas le goût de l'image et pas plus, tu vois, l'aspect plus, je sais pas, scénaristique ou alors... Enfin, t'es vraiment beaucoup plus dans l'aspect la lumière ou Mais c'est horrible comme question parce que c'est vraiment pourquoi t'es comme ça. Mais, mais c'est une question hyper intéressante et je vais répondre un peu simplement. Je pense que c'est un peu naturel chez moi et c'est venu en fait de ma passion pour le cinéma, tu vois. Donc depuis tout petit et donc plus sensible à l'image c'est ça, dès en fait. tout jeune quand tu regardes. Exactement. En fait, quand j'ai entre guillemets découvert le cinéma, surtout avec mon papa, tu vois. Il m'a montré les Sergio Leone, ce genre de choses-là. Je parle de Sergio Leone parce que c'est vraiment, je pense, le cinéaste qui m'a donné envie de faire du cinéma, enfant. Donc j'ai découvert ça, je sais pas, à 7-8 ans, tu vois, la trilogie du dollar et tout. C'est ouf d'aimer ça comme ça à cet âge-là. Hein. Parce que c'est un peu des films où des fois les enfants, ils sont un peu mais je pense westerns de papa. Mais je pense que c'est parce qu'aussi il y avait... justement, moi c'est parce que mon père m'a fait découvrir ça. Et je sais pas, enfin c'est un peu inné et j'ai adoré ça. Moi c'est surtout en fait l'association de l'image et du son avec Ennio Morricone qui est mon compositeur préféré. Donc ça tu te prends ça à 7-8 ans et je pense que j'ai toujours regardé un peu cette sensibilité là à l'image. La mise en scène de Sergio Leone elle est hyper marquée. Ouais. Et puis après au fil des ans, après il y a Tarantino qui est arrivé aussi, un peu cliché tu vois, mais Tarantino évidemment hyper important aussi. Et en fait j'ai eu une accroche en fait avec les cinéastes qui était ultra visuel. Et investi dans l'image aussi. Investi. Après, Tarantino, il est à fond dans les dialogues aussi, donc tu vois, c'est un peu les deux et tout. Mais vraiment, Terrence Malick, c'est ce qui... Et après, Terrence à l'époque, Malick, c'était vraiment ce qui te définissait. T'étais le Terrence Malick de MGM. Terrence Malick du pauvre. Mais Terrence Malick, il est arrivé un peu plus tard, tu vois, dans ma cinéphilie. Il est arrivé, je sais pas, vers 17-18 ans, tu vois, donc un peu avant MGM. Quand t'as voulu devenir plus sérieux. Mais en fait, Terrence Malick, ça a été incroyable parce que c'était un choc. C'était un peu en fait tout ce que j'attendais du cinéma, tu vois, un peu le truc ultime. J'ai découvert Terrence Malick par The Tree of Life en plus, donc pas le plus simple, pas le plus facile d'accès. Ouais, c'est clair. Peut-être son plus radical, je pense. Mais le plus connu, ouais. Voilà. Mais le plus connu, ouais, la Palme d'Or et tout, donc grosse. Puis Brad Pitt, gros casting et tout. Et oui, Terrence Malick, c'était une deuxième étape, on va dire, dans ma cinéphilie. Et en fait, je me suis dit avec Terrence Malick et ses films, je savais que je voulais être réalisateur de cinéma. Et Terrence Malick, je me suis juste dit, en fait, je veux être ce style de cinéaste. Si j'ai la chance un jour d'être réal et tout, c'est vraiment ce style-là, cette vibe-là que je veux mettre en place dans mes réalisations. Donc très important. Déjà, tu as réussi à faire en sorte que ce soit plus ou moins le cas. Je veux dire, ça se voit et ça se ressent dans ton travail pour ceux qui le connaissent. Et en parlant de ce travail, tu aurais des films, des courts-métrages et tout que tu as fait récemment que tu pourrais nous citer, nous inviter à regarder? Dans cette vibe-là un peu, là, de la Terrence Malick, dernièrement... Même de manière générale, tu vois, dans tes courts-métrages... Des projets dont tu es le plus fier, quoi. Ouais, voilà. Des projets que j'ai réalisés. Ouais. Moi là en fait les derniers projets un peu perso que j'ai fait c'est du documentaire pour le coup et c'est aussi hyper important pour moi derrière le documentaire
Mais non, mais j'ai fait, tu vois, sur Jessica, la violoniste, tu vois. Mais c'est pas style Terrence Malick, tu vois. Oui, non, mais sans parler de l'aspect Terrence Malick, juste tes derniers projets, tu vois. Parce que là, on a beaucoup parlé de ce que t'as fait avant et tout ça, mais genre... Ah oui, genre... Ou ce que t'as fait après, ce que tu fais depuis 4 ans, quoi. Ok, d'accord. Bah juste, il y a un moment hyper important aussi après MGM, c'est que j'ai bossé en boîte de prod 4-5 mois, tu vois, à Paris. C'est hyper important parce qu'en fait, ça m'a formé aussi, puis ça m'a fait dire que je voulais pas faire ça, tu vois. En mode travailler, là j'étais en mode assistant caméra, cadreur, monteur et tout, donc t'enchaînes les projets, t'es un peu robot et tout. Donc ça c'était une phase aussi hyper importante. Et après du coup j'ai enchaîné sur des projets perso. En fait je suis allé du tout au tout, tu vois, j'étais en mode 4-5 mois en boîte de prod. Donc je regrette pas tout de l'avoir fait, c'était à Paris en plus, donc rythme infernal, tu vois, 1h40 le matin, 1h40 le soir de trajet et tout, parce que j'étais à Massy dans 91 et tout, infernal. Mais c'était important pour moi de le faire, je l'ai fait direct après MJM. Et après, du coup, ça m'a donné goût de me dire, non, mais en fait, là, je veux prendre un peu de temps, justement, pour faire des projets perso et tout. Donc, j'ai fait du documentaire, principalement. Donc, Jean-Marie Marion, photographe et tout, sur Paris, j'en ai profité. J'ai fait un documentaire aussi sur le refuge de l'Arche, en Mayenne. Oui. Donc, gros app documentaire aussi. J'ai fait aussi un court-métrage de fiction, Miséricorde, où tu fais la musique, d'ailleurs. C'est vrai, oui, tout à fait. Superbe musique. J'attends toujours de voir la version finale. Mais du coup, bah oui, en fait, c'est que ce projet, il est, entre guillemets, chiant pour moi, parce que j'ai beaucoup bossé dessus, tu vois. C'était pareil, une expérience ultra importante pour moi. Là, j'avais une équipe technique, mais aussi un peu restreinte et tout. Et en fait, je n'arrive plus à retourner dessus, tu vois. En fait, il est fini, entre guillemets. Je l'ai envoyé dans des festivals et tout, donc pas de retour. Ça m'a un peu découragé aussi de remettre un peu le revers de la médaille. Bah ouais, tu vois. Et puis maintenant, le projet est un peu passé. Ça fait 1 an ou 2, tu vois, qu'il est terminé. Oui. Et je sais que je voudrais le remonter et tout. Enfin, il mériterait un remontage, tu vois. J'arrive pas, justement, c'est juste l'insatisfaction éternelle, tu vois. Bah oui, mais je pense qu'il mériterait quand même un petit remontage, même pour le son design et tout, tu vois. Sauf que j'ai trop travaillé dessus et il est un peu passé et tout. Et du coup, j'ai pas l'envie de le faire vivre derrière. J'aimerais bien le mettre au moins, tu vois, sur YouTube, un truc comme ça. T'as kiffé plus le film en tant que tournage et d'expérience, et t'as envie de passer à un autre, et c'est trop ça. C'est exactement ça. En fait, c'est que limite l'expérience de l'avoir fait me suffit, en fait. Et j'ai quand même eu des retours, tu vois, je l'ai mis en privé et tout, enfin je l'ai envoyé à pas mal de gens et tout, donc j'ai eu quand même beaucoup de retours et tout. Et en fait, oui, l'expérience me suffit un peu à elle-même. Non, parce qu'il est cool le film en vrai. Mais en plus, c'était un truc, je sais pas, c'est un court-métrage d'action et tout, tu vois, il y a des chorégraphies de combat, donc je me suis fait giga plaisir. Il y a des séquences où je suis vachement fier, tu vois, qu'on a réussi à réaliser ça. La musique est trop bien, je dis pas ça parce que t'es là et tout, mais vraiment la musique, je te l'avais dit, je kiffe de fou et tout. Ah, c'est gentil. C'est dans ma vibe. Bah, c'était mon autre un peu influence aussi, Nicolas Winding-Refn, qui est aussi un cinéaste que j'adore, très visuel, très mise en scène et tout. Grosse musique. Voilà, et la musique, pareil, Cliff Martinez et tout. Donc un peu cette vibe-là que j'aime beaucoup. Et non, c'était un projet aussi hyper important pour moi de le faire. Ça faisait longtemps que je voulais faire de la fiction, parce que à MGM, on avait fait des courts-métrages, mais c'était d'école. Et on était un peu limité par le temps aussi, genre faites un 5 minutes, ce genre de choses-là et tout. Bah oui, t'avais fait Heart avec les gars et tout. Ouais, dont t'es fier, dont t'es fier. Ouais, bah Heart. Faut avoir les couilles de faire un western déjà. Mais oui, en fait, c'est que. Après, faut quand même moins de couilles que de faire un petit film sur un bateau après. Heart, c'est hyper ambitieux, mais en fait, c'est que le truc de Heart, à la base, je voulais faire un western, donc c'était ça l'ambition et tout. Et je suis content de l'avoir fait, mais j'aurais voulu faire plus, et j'ai toujours eu cette frustration, tu vois, avec Heart, de me dire. Je suis content qu'on l'ait fait, c'était trop bien de le faire à 3, vraiment en mode. En plus, c'est un groupe d'amis de fous, tu vois. Et de finir sur nos études sur ça, c'est trop bien, je trouve, comme souvenir et tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc de me dire, j'ai vraiment envie de faire un western, même de 20 minutes, 25 minutes, tu vois. Un truc hyper ambitieux, mais évidemment, faut le budget, et du coup, c'est bien d'avoir fait Heart déjà. Oui. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand même, ce qui nous rassemble aussi un peu tous les 4, c'est que. Pas forcément avec les mêmes expériences, parce qu'on n'est pas tous allés, on n'a pas tous testé Paris, tu vois, mais on a quand même tous choisi de faire des productions de moindre envergure, mais par contre on est décisionnaire en fait, où on a moins envie de s'intégrer à une équipe et d'être plus peut-être petite main et contribuer à la vision de quelqu'un, et plus de mettre en image nos propres visions en fait. Et du coup ça fait qu'on est tous revenus à Nantes, on est tous restés à Nantes. Et qu'on bosse pas dans le cinéma. Mais c'est l'envie d'explorer ses propres univers aussi, tu vois, d'avoir toujours eu des envies, des idées, des trucs comme ça, et une fois que l'école est passée, où
t'exploses d'envie et d'ambition et tout ça, et que bah, après, il y a le moment où il faut trouver un taf, bah, soit tu fais le choix de redescendre, genre une baisse de confiance directe pour aller te mettre au service d'autres gens, soit tu te dis, bon, bah, du coup, je vais essayer de garder ma confiance en moi et d'essayer de faire mes propres idées, mes propres envies, mais avec d'autres inconvénients qui sont financiers, etc. C'est ça. Et aussi, enfin, faut aussi dire que de s'intégrer à des équipes et d'avoir un poste moindre, tu développes aussi d'autres envies, d'autres univers, oui, et Bien sûr. tu trouves un autre moyen de t'épanouir, et après ça te constitue ton petit parcours pour après, plus tard, réaliser tes propres films. Mais nous, on a plutôt choisi de faire un peu le chemin inverse, et du coup, nous, on est dans l'obligation de faire des trucs et que ça soit toujours de mieux en mieux, parce que sinon, au bout d'un moment, ça grimpe pas, quoi. Et aussi parce que moi, je te rejoins un peu sur le truc de... Moi, j'aime bien quand les projets, il y a quand même un nouvel aspect qu'on n'a jamais fait, ou alors une ambition en plus. Ça, je sais que c'est un autre débat, mais des fois, moi, j'aime bien, mais des fois, j'aime pas trop le faire pour faire. J'aime bien aussi le nouveau défi et tout. C'est juste que forcément, ça change tout en termes de temps, en termes de contraintes, en termes d'investissement, en termes de risque aussi, parce que du coup, c'est clair que quand tu fais quelque chose que tu maîtrises moins, t'as plus de chances de te planter. Donc du coup, il faut jongler avec tout ça, et voilà. Mais c'est vrai que c'est l'envie d'expérimenter aussi, c'est ça, important. Avant de se dire de vouloir faire c'est mon avis, de faire original et tout ça, juste être dans la maîtrise totale de ce que tu sais faire, avant de vouloir rebousculer ce que tu sais déjà faire. Mais même ça dépend des moments. Mais ça dépend des projets, ça dépend des envies. Puis on a déjà discuté de ça. Des fois, on n'est pas en osmose sur ça et tout. Mais moi, des fois, je suis trop content d'apprendre à maîtriser un aspect, et après de passer à autre chose. Mais moi, des fois, j'aime bien aussi quand vas-y, on rajoute ça et on verra. Mais par contre, la plupart du temps, le résultat, on est en mode ah merde, ça on l'a pas géré, on l'a pas maîtrisé. Mais pourtant, toi et moi, c'est finalement ce qu'on a toujours fait, de faire des sortes d'ovnis, tu vois, de faire des sortes d'ovnis. Et de plus en plus, là, c'est dans ma période en tout cas, c'est un peu dans la période de non, vas-y, genre juste une esthétique particulière, un truc qui existe déjà, mais juste un exercice de style. Juste vraiment le truc de à la manière d'eux. Je trouve que si c'est à la manière de quelque chose qui te stimule, qui t'inspire énormément, je trouve ça trop bien de continuer dans ce délire-là, tu vois. Si toi, par exemple, Félix, ça va être le contemplatif, le grand angle, tu vois, des aspects très précis, tout ça. Si tu continues de faire ça de cette manière-là, je trouve ça trop bien dans le sens où tu t'épanouis. À partir du moment où de toute façon t'es épanoui, c'est trop bien. De toute façon, il faut se faire plaisir sur les projets comme ça. Et si par contre t'essayes de faire un truc que personne n'a vu, dans tous les cas c'est possible. Enfin comme tu disais Cédric, tu peux faire un film avec une caméra de surveillance en soi. Oui, tu peux toujours être original de la manière la plus simple possible ou quoi. Maîtriser certains aspects au millimètre, même si tout le monde le fait déjà. Mais prendre des risques dans des petits trucs avant de prendre un risque sur un projet global, moi je considère être encore trop jeune artistiquement. Faut juste, mais pour le coup c'est pas ton cas et tout, faut juste faire gaffe à pas s'enfermer dans un truc. Sauf si tu kiffes trop et que toute ta vie t'as envie de faire la même chose. Et moi j'aime bien aussi pour le coup l'exercice mental, mais des fois ça aboutit pas et des fois ça aboutit à de la merde, mais l'exercice mental de trouver le petit aspect qui va rendre le truc original et tout. Moi je kiffe trop ça, complètement. C'est stimulant de fou. Mais si tu t'enfermes dans un truc, mais ça peut être aussi hyper stimulant de ça, comment est-ce que je vais le faire pour que ça ressemble à ça aussi, et vraiment aller dans l'aboutissement. C'est deux manières différentes, mais tu cherches une esthétique ou alors une histoire ou un truc comme ça, c'est plus facile de parler de ça à travers l'esthétique, la technique et tout ça, mais tu cherches un truc en particulier, un rendu, un aspect, tu vas t'intéresser vraiment au millimètre de ce qui a été utilisé et tout ça, et tu vas le faire de cette manière. C'est un autre processus. Mais oui, bref. Du coup, Félix, t'es freelance ? Oui, là, je suis en freelance depuis quasiment 1 an, depuis juillet dernier, je crois, officiellement, quoi. Mais, tu le vis comment ? Ça, c'est plus pour l'aspect financier, tu vois, pour gagner ma vie et tout. En fait, le but, c'est d'avoir des projets, facturés et tout, pour ensuite l'utiliser, déjà pour vivre, et ensuite pour mettre de côté et faire mes projets perso. Justement, on en revenait, tu vois, sur ça, mais pour moi, en fait, réaliser des projets perso, c'est indispensable. En fait, je pourrais pas faire que des prestations de service, tu vois, en mode
Même si là, par exemple, tu vois, j'essaye d'un peu de me spécialiser dans le domaine musical, concert live et tout. J'adore ça. Vraiment, je prends du plaisir de fou de réaliser ce genre de choses-là ou de cadrer tout simplement. Mais même si je faisais que ça, alors que j'aime bien, et ben il me manquerait le côté faire des projets perso, donc fiction et documentaire notamment, tu vois. Donc le but, c'est évidemment de financer ces projets-là. Alors il y a des organismes, hein, mais on va pas se mentir. Pour nous, c'est super dur de choper même des boîtes de prod ou je sais pas le CNC et tout. Enfin, tu vois, c'est quasiment impossible en fait. Faut déjà la structure. Faut déjà la boîte de prod. Faut déjà la structure. Et même auto-entrepreneur, ça passe pas. Faut soit une asso, une boîte de production, tout ça, donc pour déjà, avoir des financements publics. Et après ça, faut les. Enfin, et encore, je pense que tout le monde peut avoir la même chance, même si le CNC, d'autres aides, oui, mais le CNC, si 3 petits points, mais c'est compliqué. Ou alors, faut déjà avoir son projet genre blindé à mort dès le début, en fait. Et un bon projet. La liberté, la spontanéité de vouloir changer, de changer d'idée, de réécrire, de tout ça et tout. Bah non, en fait, il faut déjà que tu envoies un dossier de 100 pages au CNC si tu veux toucher quelques milliers d'euros. Et que ça soit un truc dans l'air du temps, qui rentre dans des codes, c'est ça le problème. Qui bouscule pas trop. Et encore, t'as aussi, de plus en plus, t'as le CNC qui finance, tu sais, même des youtubeurs, même des créatifs qui sont pas forcément cinéma, tout ça. Après, il finance aussi les films de genre en ce moment, là, depuis quelques années. Il est partout, le CNC. Moi, je trouve que quand même, ça reste un peu tout le temps... Oui, il y a du film de genre, mais on voit rarement des ovnis, moi, je trouve. Code, tout le temps. C'est l'académie. Mais après, je pense que c'est plus frustrant pour nous, autour de cette table, ce genre de financement, tout ça, parce que on veut être spontané, on veut faire des trucs absolument, les sortir, avoir des retours pour apprendre et puis refaire mieux, etc. Et ce genre de projet, en fait, c'est, pour moi en tout cas, genre hyper frustrant parce que t'es obligé de taffer le truc pendant hyper longtemps. Et une fois qu'il est terminé, tu le mets dans le tiroir et t'attends qu'on te dise go ou non. Voilà. Et la plupart du temps, je pense que c'est ça. 98% du temps, c'est un niet. Et en plus de ça... soit tu te consacres vraiment à un projet que t'espères potentiellement te faire accepter, mais qui sera pas accepté en vrai. Tu mets tout ce que t'as et du coup tu ne peux être que déçu. Ou alors tu choisis de faire... Non mais la plupart du temps... Pour le CNC je parle, après tu peux avoir d'autres manières de financer un film ou quoi. Mais ou alors tu décides de faire des choses... pas forcément moins ambitieuses, mais en tout cas moins coûteuses, et tu fais plus, Et est-ce que finalement tu t'enrichis plus le jour où tu fais ton moyen métrage ou ton long métrage financé par le CNC et d'autres services ou quoi, et là tu t'enrichis dans ta carrière le jour où tu fais ça pour la première fois, ou est-ce que tu t'enrichis plus à faire pendant 10 ans de ta vie du clip, des projets pour toi, ou alors un truc par-ci par-là? Qu'est-ce qui est le plus enrichissant, tu vois? C'est deux chemins, tu vois, différents, mais qui peuvent aussi marcher. Complémentaires. Voilà, c'est ça. Tu peux faire les deux. Hein. Mais nous, dans notre cas, enfin en tout cas pour moi, je suis plus parti sur le fait de faire des projets perso et d'enchaîner plein de styles différents, tu vois. Même le clip, tu vois, je vais en refaire un par exemple en mai pour un groupe de rock et tout, tu vois. Donc pas faire que de la fiction ou du documentaire. Mais oui, je suis plus parti sur ce chemin-là, tu vois. Et typiquement, le documentaire, comme t'en parlais, que c'était quelque chose qui t'attirait énormément, c'est aussi un peu pour les vidéastes de notre échelle et tout ça. Et la facilité, parce que tu peux faire facilement de la mise en scène et de l'image sur des sujets intéressants sans préparer, quoi. Sans préparer, ils sont pas ambitieux en fait. Tu n'as qu'à régler finalement les frais d'un tournage de documentaire. Et c'est pour ça que le documentaire, ça se fait beaucoup aussi dans le milieu de la vidéo et non pas du cinéma, parce que c'est moins ambitieux en termes de coûts. Et tu y trouves aussi des intérêts artistiques là-dedans. Et c'est pour ça que... Pardon, je voulais dire, c'est beaucoup moins difficile aussi de convaincre les gens que tu dois convaincre avec du réel, parce qu'ils parlent un scénario, un univers, complètement. Où les gens ils vont se dire ah ouais non mais moi ça me parle pas. C'est toi qui t'adaptes à des gens et du coup tu les filmes et tu les mets en scène, etc. Et du coup tu te fais plaisir. Plutôt que ton scénario où là tu dois ramener des gens qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Et c'est pour ça que tu dois les payer tout simplement. Alors qu'un docu tu peux facilement faire des choses. Mais le documentaire, je trouve que c'est un support incroyable parce qu'en fait justement t'as un sujet. Alors tu peux être touché par un sujet particulier, tu vas essayer de le chercher et tout. Mais tu captes. Moi, ce que j'adore avec le documentaire, c'est que tu captes le réel, mais tu peux aussi en fait mettre en scène ce réel-là, le modifier, tu vois. Et moi, c'est ça que j'adore avec le documentaire, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est des projets souvent qui coûtent beaucoup moins cher même un court-métrage de fiction. Ça coûte beaucoup moins cher et tout. Même des courts-métrages, pas forcément avec une ambition démesurée, mais
même tu fais un 6 minutes, en vrai, ça coûte 3-4 fois plus cher qu'un documentaire ou un portrait documentaire sur quelqu'un et tout. Donc c'est pour ça, le documentaire, c'est un truc que je vais continuer. Et ce que tu disais aussi, c'est que tu peux travailler quand même ton esthétisme et tout. Ah bah complètement. Et selon le sujet et tout ça. bah ouais, et même quel que soit le sujet, finalement, tu peux toujours en pas du tout. Et du coup, est-ce que tu aurais plus le sentiment de te dire que tu fais du portrait documentaire ou du documentaire par envie d'avoir à la fin un objet filmique, ou parce que tu es aussi intéressé par le sujet? J'imagine qu'il y a des deux, forcément. C'est un peu des deux, c'est ce que j'allais répondre. Mais voilà, c'est pas juste parce que t'es intéressé par un sujet, tout ça, et que t'as envie de le transmettre et tout ça. Il y a aussi, derrière tout ça, il y a l'envie de faire un objet filmique et de le sortir et de faire des images et de tourner. Il y a les deux, carrément. Ouais. Et il faut que le sujet t'intéresse, c'est hyper important. Il faut que je fasse un documentaire absolument cet été. Donc du coup, je vais prendre, je sais pas, un sujet pas au hasard, mais vite fait, quoi, qui m'intéresse. Mais ça pourrait. Bah moi ça me gênerait en vrai. Pas au hasard, mais moi faut vraiment que le sujet m'intéresse, tu vois. Mais par exemple, tu vois, sur le dernier projet que j'ai fait de documentaire sur Jessica, du coup la violoniste, bah en fait à la base j'avais pas forcément envie de faire sur une violoniste, je vais pas mentir, tu vois. Par contre j'avais envie de faire sur un musicien ou musicienne. Ça j'avais ce truc là, tu vois. Et j'avais pas forcément un truc précis, quoi. Et moi, c'est la rencontre, en fait, tu vois, de l'avoir vu jouer. C'est la rencontre qui a fait le truc. De l'avoir vu jouer sur scène et tout. Je me dis, bah voilà, là c'est bon, c'est parti, quoi. Et est-ce que t'es déjà parti avec des idées de réalisation, juste de mise en scène, de trucs, de documentaire, vraiment des envies d'images, et tu t'es dit, ah bah je vais adapter mes envies en trouvant le sujet? Bah c'est pas encore arrivé, ça. Ok. Parce que là, en fait, on va dire, c'était les personnes qui sont venues, entre guillemets, à moi, tu vois. Même Jean-Marie Marion, le photographe. Quand tu dis c'est l'humain, c'est les rencontres. Ouais, c'est ça, tu vois. C'était un ami à mon père. Et du coup, je me suis dit, bah, je l'ai rencontré. Et en fait, bah, trop bien de faire sur un photographe. C'est un peu aussi dans le domaine artistique et tout. Donc, je vais pouvoir faire un truc hyper esthétique. Premier tournage avec Larette, d'ailleurs. Oui, très chouette ce projet. Et donc, du coup, je me suis fait kiffer de fou et tout, quoi. Et pareil, sur le documentaire Refuge de l'Arche, bah, le sujet, je sais plus comment il est venu vraiment. Mais pareil, c'était aussi un sujet important pour nous, tu vois, les animaux et tout. Donc, Et du coup, tu parlais tout à l'heure aussi, il y a un vrai lien en fait entre ton activité et la musique. Enfin, tu parlais de capteurs de concerts, de clips de rock, tout ça. Tu peux développer un peu pourquoi ça t'intéresse? Et bah, j'ai commencé par des clips. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de mettre en image une musique, je trouve ça hyper jouissif. En tant que réal, cadreur, et enfin même en tant que... La magie de la musique, l'image. C'est incroyable, vraiment. Le fait d'avoir commencé par ça un peu au hasard, mais je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et ouais, tout simplement, en fait, c'est vraiment de mettre en scène une musique. Et tu sais, en fait, tu crées une mise en scène spécifique à la musique que tu écoutes. Et si le plan fonctionne vachement bien avec la musique ou la mélodie et tout, je sais pas, en fait, il y a un côté hyper jouissif que des fois, je retrouve pas forcément dans d'autres supports et tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et même par exemple, sur les fictions ou documentaires, bah, la musique va avoir une place ultra importante, tu vois. Il y a une séquence, si la musique, elle matche vachement bien avec mes images, trop bien. Et en fait, je retrouve une espèce d'un truc hyper agréable, en fait, tu vois, en tant que réalisateur, monteur et tout, tu vois. Et parce que t'es monteur aussi. Et c'est là que tu vois la magie aussi. Tu vois la magie opérer. Exactement. Ouais. Parce que tu sais que tu la veux. Et du coup, bah, l'importance de la musique aussi là-dedans, c'est que tu la mettras toi-même avec tes propres envies et ton propre timecode. Oui. Tu la mettras au moment que tu veux. C'est et ça, c'est ça qui est trop bien. Ouais, mais par exemple, sur les capteurs de concert, c'est l'inverse, finalement. Enfin, mais du coup, ouais, là, c'est du live. Ouais. Et bah, du coup, il y a du montage, mais là, c'est pour le coup, c'est plus technique, ouais. C'est plus technique, ouais. Et puis en plus, t'es un peu... bah, tu peux pas vraiment créer de mise en scène... Enfin, tu pourrais, tu vois, mais en vrai, pour en avoir fait pas mal, du coup, maintenant, sur les 2 dernières années, bah, t'as le même schéma, hein. T'as quasiment 3 cams tout le temps, enfin, une cam fixe, 2 cams volantes et tout, et puis c'est toujours à peu près pareil, tu vois. Des fois, tu peux être sur scène, des fois, t'as les 2 gars, en fait, devant et tout, enfin, c'est un peu le même style de réalisation et tout. Et mais le live, pareil, c'est une découverte aussi. Alors, c'est un autre style, ouais, que clipper ou de mettre en image une musique. Là, c'est un autre délire, mais pareil, je kiffe aussi, c'est autre chose. Et filmer le live, c'est hyper physique. C'est un défi. Hein. C'est un défi physique et tout, mais je sais pas, pareil, c'est un autre style que j'aime bien, tu vois. Et je suis pas fermé de toute façon. Globalement, j'aime un peu aussi filmer un peu tous les styles différents. Bah, enfin, à part le corpo ou l'instit, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Enfin, je m'y retrouve moins, tu vois. C'est une autre énergie. Ouais, tu peux moins t'exprimer en termes de... Ouais, là, depuis là, c'est plus en mode... je sais pas, il y a vraiment zéro artistique, tu vois. Donc, tu peux, justement, c'est le challenge aussi institutionnel. Tu peux, mais oui, t'es vite limité, quoi. C'est ça, ouais. Là, c'est vraiment, on te donne ça un dépend truc ce que tu filmer, fais, ceci dit, en termes de corpo. Mais les artistes, justement, enfin, la capta scène et tout ça, genre, ce qui est trop cool, je trouve, c'est
le fait que tu vives l'énergie et l'adrénaline avec les artistes. Tu le sens de fou. Ouais. Tu le ressens et tu vis un peu la même chose avec eux, dans le sens où de toute façon tu es là pour mettre en lumière un peu leur moment. Bah, tu te connectes en fait tu au te concert, connectes avec vois, eux et en plus ça il y a le avant, il y a le après, il y a l'humain et avec tout ça. eux et tout. Et j'espère d'ailleurs qu'on aura potentiellement des musiciens et des artistes, tu vois, qui viendront juste parler de musique, de vie de scène et d'artistes, pas dans la vidéo mais plus dans la musique. En tout cas, le podcast il peut être aussi dédié à ça, je pense. Et c'est ça qui est trop bien dans la Capta scène, c'est qu'on arrive vraiment dans un moment important pour des artistes qui sont comme nous passionnés, et on le vit et on est là pour en tout cas essayer de mettre en lumière tout ça, quoi. Et puis en plus t'arrives sur une scène où il y a déjà de la lumière, enfin il y a un... esthétiquement c'est beau déjà, c'est déjà la plupart beau, du temps c'est déjà beau, et du coup déjà, tu peux plus te faire plaisir en termes d'image. C'est un autre univers du spectacle, tu vois, tu taffes avec l'ingé son, avec le mec qui fait la lumière, avec le régisseur. Ouais, tu travailles en collaboration avec plein de gens. Avec plein de gens qui sont, eux, dans le monde de l'art et du spectacle. Mais dans d'autres secteurs. C'est ça, dans d'autres secteurs, et c'est trop cool. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de captation de concert, une envie, une idée, un besoin, uppercut-collectif.com. J'avoue qu'on fait jamais les moments promo. Non, mais... Du coup, toi, personnellement, tu te considères plus comme un technicien ou plus comme un artiste, ou est-ce que c'est 50-50 ou... Ah, bonne question. Mais en vrai, je peux pas me considérer comme un artiste, tu vois, à mon niveau, en fait. En fait, c'est que, tu sais, j'ai un peu l'impression, si je dis oui, je suis artiste, ça fait un peu arrogant, tu vois. C'est ça le côté un peu chiant. Mais d'un côté, c'est ce que j'ambitionne, en fait. Donc je répondrais plus ça, en fait. J'ambitionne, oui, d'être artiste, tu vois, enfin d'être un réalisateur artistique, enfin de faire de l'art, quoi, tout simplement, parce que je veux faire du cinéma. Et comme le cinéma, je considère ça comme un art, l'art ultime, évidemment, tu vois, de fil en aiguille, oui, j'aimerais être considéré comme artiste, tu vois. Mais maintenant, à mon niveau, non, je suis pour l'instant... Après, tu peux... En fait, il y a deux manières de le dire, d'être artiste. Tu vois, il y a les gens ultra condescendants et tout. Oui, moi, je suis artiste et tout, mais en soi, t'es artiste parce que tu travailles dans le domaine de l'art. Et puis de toute manière. Et tu imagines ton travail concret. Donc à partir du moment où c'est ça, je pense que oui, c'est... Faut juste se considérer comme un métier, artiste, alors. comme une profession. T'es condescendant, mec. T'es artiste, les gars. Comment tu le dis, toi? Vas-y, dis. Moi, je suis artiste, là. Ah ouais, non. Ah non, toi, ça me connaît. C'est condescendant. Redis-le. Je suis artiste, les gars. Ah non. Dis que t'es technicien. Je suis un technicien, je suis un techos. Ouais, faut du talent pour être artiste. Non, mais par contre, t'as quand même un vrai amour du matos et de la technique et des... Oui, complètement, ouais. Des objectifs et des mais oui, ça, c'est venu assez tôt aussi. Et en fait, mais c'est le plaisir de créer, en fait, une mise en scène, de créer l'image, tu vois, l'esthétisme, en fait, de mes réalisations. Et du coup, il y a toujours la volonté d'aller plus loin, donc de chercher en fait ce qui me correspond le plus aussi en termes d'image et d'esthétisme, de ce que je veux donner en tout cas à ce que je fais. Et il y a tellement en fait des choix illimités dans ce que tu peux faire et tout. Donc oui, je suis tombé dedans et là je suis un peu rassasié maintenant. En termes de matos, j'ai investi sur les dernières années beaucoup de matos, j'ai testé beaucoup de caméras, beaucoup de styles aussi d'objectifs et tout. Et j'ai un peu trouvé en fait, le matériel que j'ai actuellement, ça correspond à ce que je veux faire. Donc, je suis rassasié. Mais je dis ça, mais c'est tout dans 5 ans, tu auras un nouveau truc qui me plaira encore plus, tu vois, et du coup, je vais tomber dedans. Mais pour l'instant, j'ai un peu trouvé le matos qui me correspond, tu vois, dans ce que je réalise. Sur le matos, c'est tout simplement, en fait, avoir une caméra qui me permette d'être le plus polyvalent possible, tout simplement, et des objectifs, qui soient pas sharp. Ah, on va parler de la sharpness et du... Non, mais tu vois, en fait, sur les objets... La mistness. Non, mais sur les objets, par exemple, tu vois, les objectifs un peu modernes, actuels et tout, ils sont hyper sharp, ils sont hyper nets, hyper contrastés et tout. Moi, c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir, tout simplement. Donc, du coup, je suis allé sur des objets vintage, tu vois, années 80 et tout, donc des Leica R, pour ceux qui connaîtraient. Et du coup, eux, c'est le contraire. En fait, ils ont une image très peu contrastée, très douce. Ils chopent la lumière comme jamais, tu vois, par rapport aux objectifs modernes, il n'y a pas de flair quasiment, ou très peu, tu vois. Et pareil, les Leica, tu vois, ils ont une teinte un peu chaude et tout. Donc, bref, en fait, ça correspond à l'image que je veux avoir aussi de ce que je donne, tu vois. Puis ce qui est bien pour le coup, toi, c'est que là, avec tes investissements de matériel, si tu veux faire ton court-métrage, techniquement, t'auras pas besoin de louer ou quoi, à part de la light et tout, mais en termes de matos caméra, ça descend le budget log et tout. T'es bien. Et du coup aussi, tu peux
tu peux louer tes services aussi, du coup, pour des plus grosses prods et du coup être plus cher aussi. Donc c'est un maître d'investissement, c'est un investissement à la fois artistique et financier d'avoir exactement, c'est ça. C'est pour se faire plaisir aussi pour ses projets perso, mais tu peux l'utiliser aussi en presta, tu vois, avec des boîtes de prod et tout, quoi. Voilà. Carrément. Du coup, maintenant, du coup, en bilan, enfin, je reviens sur tout ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait de bosser tout seul. Là, maintenant, tu préfères t'entourer, là où tu en es actuellement, ou est-ce que tu es... En fait, ça dépend. Il y a des projets... en fait, maintenant, je fais plus de projets vraiment tout seul, genre vraiment en mode solo, quoi. Et j'ai toujours besoin d'avoir au moins une ou deux personnes avec moi, quoi. Donc ça reste des équipes hyper restreintes. Tu vois. Après, là, je fais pas non plus... j'ai pas fait de court-métrage de fiction depuis un petit moment, depuis Miséricorde, tu vois. Donc, si je devais en refaire un, je ferais une petite équipe, tu vois, technique, forcément. Mais en tout cas, là, par exemple, sur de la capta live et tout, il me faut au moins un quart d'heure avec moi et tout, tu vois, minimum. Okay. Et même, je trouve ça plus sympa là, j'ai la chance d'avoir des potes, en fait, qui sont dans les vidéos, donc, tu vois, je vais pas m'en priver aussi de leur ramener sur mes tournages et tout, quoi. Clairement, ouais. Je trouve ça plus sympa aussi de fonctionner comme ça, quoi. Collaborer, partager le matos. Pour avoir fait des projets aussi où vraiment je suis tout seul, quoi. Voilà, c'est moins fun, hein. T'es tellement dans le... Après, ça peut l'être, mais c'est bien pour débuter, c'est que t'es tellement aussi, pas omnubilé, mais en tout cas très concentré sur l'aspect visuel et technique de ce que tu filmes pour des gens, que du coup, avoir une autre personne aussi permet, je trouve, dans certains cas, de relâcher un peu l'aspect humain, toute la partie, pas humaine, dans le sens où dans tous les cas, t'es avec les gens qui t'entourent, mais au moins tu peux vraiment te concentrer sur le rendu, sur le rendu de ce que tu vas faire, et pouvoir un peu gagner en souplesse sur le moment avec les gens et tout ça, si t'as quelqu'un d'autre qui est avec toi. Non, de toute façon, c'est toujours hyper... maintenant, en tout cas, pour moi, c'est hyper important de toujours avoir vraiment une personne avec moi sur mes tournages. Du coup, on n'a pas clarifié tout à l'heure, mais tu te considères comme un chef-op ? Plus réalisateur-cadreur, tu vois, que chef-opérateur. Okay. En fait, c'est que en termes de mise en place lumière, par exemple, j'ai pas des compétences énormes, tu vois. Donc, je me considère pas comme un chef-opérateur mais tu sais ce que complet. Tu veux et tu saurais diriger un chef-opérateur. Ouais, par contre, ça, je l'ai déjà fait et tout, et c'est hyper kiffant, tu vois. Sur 2 projets, j'ai eu un chef-op et tout, qui s'occupait justement de la light, et moi, je m'occupais de la caméra, tu vois. Et en vrai, je trouve que c'est trop bien, tu vois, comme association. Parce que moi, la caméra, c'est hyper important. Enfin, moi, je cadre tous mes projets, tu vois. Ouais. Je peux pas laisser le cadre. Enfin, je le fais des fois, mais c'est vraiment compliqué. Et du coup, ça, j'ai ce côté-là, par contre, qui est vraiment ancré en moi, tu vois. Par contre, avoir quelqu'un qui s'occupe de la light, sur le tournage, c'est un confort incroyable. Ce qui est très technique aussi. Ce qui est ultra technique. Ça prend du temps aussi. Il faut des compétences de fou, tu vois. Ouais, c'est un métier. Et moi, j'ai mis un peu mon apprentissage vraiment sur la caméra, en fait. Je pourrais après encore plus apprendre, tu vois, sur la lumière et tout, mais bon, ça prend du temps et je me dis, en fait, comme il y a des chefs-op qui sont très calés là-dessus, autant, tu vois, les utiliser et moi, rester dans mon domaine vraiment technique, tu vois, de caméra, de mise en scène, tu vois. Carrément. Comment tu vois la place de ta cinéphilie dans ton job ? Je veux dire, est-ce que tu arrives à te dissocier de ton style, de tes inspirations ? Non, ouais, super important. Franchement... surtout sur de la fiction et tout, évidemment, j'aurai mes grosses références visuelles qui vont arriver direct, quoi. Et même sur du documentaire, en fait, finalement. Et, après, oui, sur des prestats plus captation live, là, j'ai pas forcément de références particulières et tout. Mais en fait, j'ai toujours besoin quand même d'avoir des références visuelles dans ma tête quand je fais des projets vraiment artistiques, que ce soit clip, documentaire ou fiction, tu vois. Donc ça a une grosse place et tout, et même mes références, c'est ce qui m'a aussi poussé à vouloir faire ce métier-là, tu vois. Donc, forcément. C'est lié, et non, je peux pas... quand je fais un projet, je peux pas en fait les enlever et tout, et me dire... Ça fait partie de toi. Ouais. Mais après, il faut savoir bien les utiliser aussi, tu vois. Faut pas copier comme mais un... tu penses que tu arriveras à faire quelque chose de complètement différent ? Un artiste... je sais pas, un artiste, il vient te voir, il te demande un clip et j'ai pas d'exemple, mais il te sort que des références qui, toi, ne te parlent pas du tout. Toi, en termes d'image, tu saurais t'adapter, mais justement, tu pourrais pas. Justement, c'est intéressant parce que j'ai eu un projet donc là, c'est des mecs qui sont venus vers moi pour un clip, tu vois. Donc c'était un clip de rap, je t'en avais parlé. Oui. Et du coup, j'ai jamais fait de clip de rap. Donc j'étais trop chaud parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire un et tout, donc trop bien et tout. Donc c'était à Paris et tout. Et donc les mecs sont arrivés avec un projet déjà scénarisé et tout, tu vois. Donc ils me l'ont envoyé et tout. Le scénario me plaisait pas du tout parce que je m'y retrouvais pas... Enfin, visuellement et en termes de mise en scène, je voyais pas comment le mettre... ça te parlait pas ? Ouais, ça me parlait pas du tout et tout.
Et du coup, ouais, là, il y a eu un blocage. Moi, je leur ai envoyé plusieurs versions en mode, bah, je garde un peu l'esprit de leur scénario, mais en mettant aussi mon style et mes références à moi. Et ça n'a pas marché, tu vois. En mode, terminé, j'ai pas fait le projet, tu vois. En mode, c'est mort. Et j'ai pas voulu me forcer en mode, vas-y, je vais quand même faire le projet parce que financièrement, c'était pas mal et tout, tu vois. Je me suis dit, non, si je le fais, ça va être éclaté. Donc je le fais pas, tu vois. Je m'y retrouve pas. Parce que tu as eu raison. Et voilà. Mais ça, c'est arrivé, tu vois, qu'une fois ou deux, tu vois. Après, tu peux aussi intervenir en tant que réalisateur, en tant que porteur de projet. Ça dépend les ambitions. Ouais, bien sûr. Si te demandent des trucs que déjà tu ne maîtrises pas trop et en plus te parles pas du tout, tu pars un peu quand même en te tirant une balle dans le pied, mais c'est compliqué après de faire un truc chouette. Puis le projet va durer, il faut l'assumer derrière une fois qu'il sort. Ouais. Mais les codes, tu peux les avoir même si c'est pas ton univers à toi. Oui. Tu peux avoir les codes d'un autre style de truc et le réadapter ou pas du coup. Parce que si t'as essayé de faire. Ouais, si les codes qu'ils ont mis te parlent et que tu te projettes et que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Parce que des fois, le problème, c'est que des fois, les artistes, ils ont des idées en tête et ils n'arrivent pas forcément à les expliquer. Et après, toi, tu dois démêler tout ça et le mettre à ta sauce. Ils disent, mais non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, des fois, c'est compliqué de se comprendre, de parler le même langage. Ouais, c'est hyper complexe. Des fois, ça peut être chaud. Ça dépend de leur implication et à quel point aussi, petit à petit, ils s'effacent pour te laisser la place parce qu'en tant que réalisateur, c'est compliqué d'être juste technicien. Quoi. Ouais, là, c'était plus l'esprit en mode je réal et limite, en fait, je mets pas ma patte, tu vois. J'arrive avec la caméra et je filme. T'es cadreur, tu vois, c'est ça. Plus cadreur que... Et les visions, en fait, qui se confondent, c'est que eux, ils avaient une vision hyper scénarisée, en fait, du clip. Alors que moi, clip d'IA, je voulais faire un truc hyper visuel, en fait. Et ce que je leur ai expliqué, j'ai dit, mais moi, chaque plan, je veux que ça défonce, je veux que vraiment soit hyper mise en scène et tout. Et donc, du coup, le scénario, je l'ai réadapté par rapport à cette idée-là. Et eux, en fait, c'est mort, tu vois. C'était en mode, non, mais on veut ces séquences-là, mais je dis, mais en clip, ça va être trop bizarre. Enfin, en vrai, dialogue un peu de sourd, et du coup, ça s'est pas fait, tu vois. D'accord. Du coup, on a fait des petits projets en commun, enfin, où il y a des projets sur lesquels on a bossé ensemble, je sais plus trop. Ou avec vous deux. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Nous, il y en a pas mal ces derniers temps, là, où tu viens faire des petites captations avec nous. En fait, maintenant. Tu es sur notre site? Ouais. En tant que chef opérateur. C'est quoi ton rôle généralement sur ces projets-là? Cadreur principalement. Tout le temps, ouais? Ouais, quasiment tout le temps. Des fois, je fais un peu le montage. J'ai fait le montage pourquoi? Pour se répartir un petit peu les projets. Foudre, tu vois. C'est plus pour les captations de concert. Ouais, c'est ça. Ou si on a une autre à côté, on va se répartir. Et surtout que comme tu utilises la caméra, disons, la plus riche en termes de données et de connaissances, finalement. Ça facilite aussi la post-prod, le fait que... C'est ça, toi t'aimes étalonner tu veux faire ton étalonnage aussi. Tu veux faire ton étalonnage, et du coup, autant que t'aies nos autres caméras avec, et que t'essayes de faire matcher nos caméras sur la tienne. Oui, de toute façon, c'est plus facile en termes de workflow et tout, carrément. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? En vrai, Miséricorde, moi je t'avais fait des plans dans la piscine. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'on s'est un peu retrouvés d'ailleurs. Exactement, ouais. C'est là on s'est retrouvés, après on a commencé un peu à faire des projets ensemble. Ouais. Et puis après, il y en aura plein d'autres. Hein. Ouais, mais oui, c'est plus des trucs pro très spécifiques. Prestation, qu'on fait ensemble. Et puis, c'est pas des projets de passion. Clip aussi. Clip? Ouais, le clip. Running Again. Oui, c'est vrai. Pour ANFA, un groupe sablé, où t'étais venu justement réaliser avec Martin et t'étais venu en tant que cadreur. Ouais. Cadreur plan séquence. Oui. Qu'on vous invite à aller découvrir d'ailleurs. ANFA Running Again sur YouTube. Très bien. Du coup, c'est quoi on en a déjà un peu parlé de toute façon, mais tes envies pour le futur, ton rêve absolu, ton objectif dans la vie? Du coup, oui, je pense que ça va être simple, mais l'objectif ultime, c'est de faire footballeur. Footballeur professionnel. Haltérophile. Reprends la phrase, désolé. Du coup, attends, qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, le but ultime, c'est d'être réalisateur de cinéma, tu vois. En fait, j'essaie d'y consacrer ma vie, tu vois. Tout ce que je fais là, même maintenant, le travail que j'essaie de faire et tout, c'est toujours dans l'optique de me dire, si un jour, en fait, j'ai la chance de pouvoir réaliser un film et tout, je veux être prêt, tu vois. Et je sais qu'il y aura une grosse partie de chance là-dedans, mais aussi, je veux travailler à fond et je veux, comme je disais, être prêt, en fait. Tu vois, je veux pas louper cette chance-là si elle arrive, quoi. Tu les vois comment, les prochaines étapes dans un futur proche? Je sais que c'est une grosse question. Moi-même, j'ai pas de réponse à cette question. Ouais, c'est hyper compliqué de se projeter, en fait, dans ce métier-là, tu vois, dans ce domaine-là. Mais non, mais je le disais un petit peu, mais c'est continuer à faire des projets perso surtout en fait. Et surtout de la fiction. Moi je pense dans mon état d'esprit là actuel, c'est vraiment de faire des courts-métrages de fiction. Pas le plus possible, mais vraiment essayer d'en faire plus, tu vois.
Et avec ces courts-métrages-là, d'essayer en fait de choper après des boîtes de prod et tout, tu vois. En fait, j'ai déjà des scénarios de longs-métrages que je bosse, tu vois, que j'ai écrit et tout. Ah ouais. Et du coup, in fine, tu vois, quand j'aurai la possibilité peut-être de rencontrer des boîtes de prod et tout, ce serait de proposer ces scénarios-là, tu vois. Mais je veux avoir aussi un peu, pas une bande démo, mais tu vois, une vitrine de mon travail, tu vois. Ouais, et notamment de fiction, quoi. Ton univers à toi. Bah ouais, c'est ça, tu vois, de le travailler aussi et... Sachant que tu fais plein de trucs différents. Et ouais, bosser plus la fiction, du coup. Mais si du coup ton opportunité c'était de faire un long métrage, mais si t'as un documentaire par exemple, ça te parlerait? Ah ouais, documentaire carrément. Ouais. Ouais, documentaire, ça pourrait être top et tout. C'est un domaine que j'adore, donc oui, complètement. On se Fiction, passe documentaire. Même hors fiction du coup. Ouais. Et bah très bien, du coup on va pouvoir passer à mon petit jeu si ça vous va. Ouais. Donc du coup le petit jeu, cette fois ça va être un thème, donc cette fois je vais pouvoir jouer avec vous. Si vous connaissez pas le thème, en gros c'est simple, je vais donner un thème et il va falloir chacun à notre tour dire des éléments du thème et on va faire des tours de table comme ça. Par exemple, si je dis personnage de Star Wars, par exemple je vais dire Han Solo, Léandre il va dire Luke Skywalker, etc. Et on en dit un chacun son tour. Le premier qui se trompe ou qui n'a plus de réponse ou qui dit un truc qui a déjà été fait. Oui, voilà. mais attends, ça s'appelle On comment prend le ce jeu? Nous on appelle ça le thème, ça fait partie du barbu, mais qui est un jeu à boire. Mais... Ok. Et voilà, on va se faire éliminer, on essaie de continuer à chaque fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un, entre guillemets. Ok. Et du coup, j'ai choisi des petits thèmes qui ont des liens avec l'image au cinéma. Vous êtes prêts? Let's go. C'est une tournante de ping-pong, mais sans balles et sans raquettes. Ouais, mais juste avec C'est juste Et une avec tournante. juste une tournante, en fait, quelque part. mais avec des films. Le premier thème, ce sera les films modernes, donc post-60s, qui sont en noir et blanc, donc volontairement en noir et blanc. Je vais commencer avec La haine. La liste de Schindler. Ouais. Raging Bull. Deadman, je crois. Clerks. The Lighthouse. Ça va arriver j'espère que ça arrivera pas jusqu'à moi. Et on réfléchit pas à l'infini, si t'en as pas. Boulevard de la Mort. Ouais, Non. La première moitié du film est en noir et blanc. On va le compter, parce que c'est le premier tour. J'ai mis un peu de temps. J'aurais pu de Joker, parce que j'ai mis du temps, mais il y a une grosse partie du film qui est en noir et blanc. La moitié, ouais. C'est après les années 80, c'est ça 60 après les années 60, ok. Ouais. Je cherche des films récents en fait, et du coup je trouve pas. Et en fait, je pense que ça va vite se terminer. Non mais en fait, c'est que j'arrive pas à réfléchir. Ah non, pour ce thème-là, après le jeu. Oh oui, après il y a d'autres thèmes. Oui, je crois. Bon bah Félix, je suis dégoûté. Je pense que t'es éliminé sur le premier round. On continue? Hein J'en ai pas. Mais mec, Attends, il y avait le film de... C'est pas fini. Mais garde-le pour toi. Non mais pour le noir et blanc. Oui, c'est pas Oui, fini. mais garde-le ok, pour toi. je croyais que j'en allais changer de thème. On se fait Non, éliminer, c'est, là il y a plus que 2-3. C'est une tournante, ah quoi. oui. Voilà. Sin City. Ah putain, j'ai pas le nom, ça me saoule. Et je vais pas donner d'indice parce que sinon ça donnera des idées. T'en as un, Martin, ou pas, que ça me motive à en trouver un ou pas? Bah non, si tu Ah, mais trouves là, pas, tu trouves pas tes Là c'est trop long là. C'est vrai, c'est trop long. Si t'en as pas, hein. Ah ouais, c'est pas facile hein, quand même. Ah, je suis sûr qu'il y en a qui tant nous pis. écoutent. Éliminé. Ouais. Vas-y Martin, en ping-pong. Mec, j'en ai pas. T'en as pas? Non, je te jure, j'en ai pas. Ah, toi, du coup, dis-le, parce que sinon ça veut dire que c'est égalité. C'est arrivé près de chez vous. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Vas-y, dis-en t'en as d'autres. bien. Et attends, mais tu les as pas devant. Non, ok. Non, bah non, là je joue. Ah non, mais Ouais. t'as réfléchi en vrai. Bah je en sais faisant- que c'est ça les thèmes. Bah, Oui, ouais. mais en posant les thèmes, t'as réfléchi, donc forcément, Ouais, tu vas nous allumer le... J'ai pas toutes les réponses. à Ah, tous et les c'est pour thèmes. ça qu'il a dit, non, mais ça serait mieux que ce soit le gagnant qui se fasse payer un coup. Il va gagner. Il a fait le thème et il a regardé toute une liste de films. Et si vous voulez, je joue pas pour les prochains. hein. Sur Sens Critique. Je me suis dit, pour une fois, je peux participer au Non, jeu. mais écoute, t'inquiète, on Ah, je paiera. vais être trop nul. Mais le noir et blanc, mec, j'en avais quasiment plus. Hein. Moi, il y avait le film de Mais il y en a plein. en de plus. Quaron, Oui. Quaron qu'il a fait en Italie sur Ah son putain, Roma. Roma. Ah oui, Roma. Roma, voilà, je Ouais, cherchais, tout à fait. putain. Ah, je l'aurais. Ouais, T'en Netflix as et d'autres tout. Là, comme ça, de tête, bah Sin City 2 déjà. Mec, moi j'étais perdu là. Ouais, pareil. Dès le début, j'étais... T'as dit Deadman, ouais. Ouais, Deadman, ouais. Alors, C'est le j'aurais seul jamais que j'ai eu. J'avais Watchmen, mais c'est en couleur, mais Ah, tu sais, c'est ben- hyper désaturé et tout. Ah, bah il y a la Down by Law. Dans le L'autre Halo. de Bah, il y a 3 ou Jarmusch. 4 films de Jim Jarmusch, il y a Coffee and Cigarettes aussi. Ah, je t'ai pas vu. Bon, il y en avait encore pas Je l'ai mal. pas vu, Putain, Deadman. mais noir et blanc en plus, c'est. Putain, ouais, c'est fou. Elephant J'en ai Man, pas. Ah oui, Elephant Man. Ah ouais, putain. il y en avait plein. Ouais, de ouf. Bah désolé, hein, on est Bah non, une c'est grosse normal. merde. Mais Non, c'est- mais c'est je le m'excuse but, pour en les gens qui écoutent et qui doivent... J'ai honte. Oh là là. Mec de l'image et tout. Il y a rien qui me- Et du coup, ça peut aller très vite, ce jeu. Bah, surtout si ça tu me joues, fait c'est pas. sûr. Bah, si vous voulez, je joue pas pour les Non, prochains. non, non, mais je rigole. T'inquiète. Deuxième thème, Allez. Allez. ça va être l'inverse.
les films pré-60s en couleur. Ah ouais, ok. Ouais, putain, on va pas falloir donner un film de 1961, quoi. Bon, jusque Parce que de vas-y. toute façon, Non, vas-y, si. après les années 60, c'est tout le temps en couleur, donc finalement, c'est tous les films en noir et blanc. Et bah, Mais tous les films... Ah oui, ok. Putain, J'accepte les 60s aussi, on va dire, jusqu'à 1969. Voilà. en couleur. En couleur. Bah mec, il y en a... Enfin, oui. Il y en a plein, oui. Bah, On va bugger quand même, peut-être. Je bug déjà. Hein. Bah, Les oiseaux. Les films dans les années 60 en couleur. Et d'avant aussi, ouais. Bah mec, je sais Ah pas, oui, ok, d'accord. Oui, en fait, il y en a. Oui, il y en a. Je sais pas, Ah, c'est clair. plein soleil. La mort aux trousses. Ok. Le guépard. Autant en emporte le vent. Attends. Merde. Monsieur Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot. Non, c'est en noir et blanc. Ah putain, mais mec, justement, j'allais faire. Je trouvais l'inverse. Ok, C'était l'autre. éliminé. Tonton, mon oncle. Faut pas le Mais dire. non, mais non. J'allais le dire. Mais mec, Putain, mon Ah bah oncle. non. Sérieux. Ah. Je suis trop con, le j'ai magicien d'Oz. Le mépris. Ouais, mon oncle. Network Network, c'est plus tard. C'est Non, c'est 69, non c'est années 70. Ah Network. ok, bon, bah, On peut C'est vérifier. jusqu'à 69. ouais. Bonnie and Clyde. Ouais. Barbarella. Putain, j'en ai un, mais je sais pas si c'est. T'es mort, Félix. Mais vas-y, Oui, oui. Easy bats-toi Rider, jusqu'au bout. 69. David Easy contre Rider. Goliath. Easy Rider, ouais, tout à Mieux fait. vaut mourir debout que de. Nous, on joue encore. Hein. Oui, Ouais, je sais. pardon. Putain, j'en ai. Attends. Le Ah, c'est du tac au tac maintenant. Pierrot le fou. Ah putain. Le lauréat. Fuck. Ouais, je crois. 2001, l'Odyssée de l'espace. Attends. C'est ouf que celui ça des années 60. Quoi. Ah, je crois que j'en ai plus, alors qu'il doit y en avoir tellement. Mais moi, j'ai du mal à. Putain, années 60, même années 60. Dans Ah, le- Cléopâtre, non? C'est pas en couleur ça? Si, Si, Cléopâtre, ouais, c'est en couleur. Cléopâtre, ok. Oh, attends, j'en ai un autre. Spartacus. Ben Hur. Ben Ahur. 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 Vous connaissez pas? Ah si, mais. Allez, un point pour Félix. Vas-y, je te le donne. Je sais plus. Les films qui mélangent prise de vue réelle et animation. Je vais commencer encore une fois. J'en ai aucun, je crois. Roger Rabbit. Oh putain. Ah ouais, c'est des yeux, fou. mec. Mary Poppins. Ah, putain. Non, les Looney Tunes, là. Ouais, donc juste 2 mots. Tac au tac. Il a eu la moitié du titre. Oh non, mais putain, j'ai pas. En vrai, on peut le donner. Martin. Non, mais il a dit les Looney Tunes, c'est les C'est Looney Tunes. le basket avec Michael oui, Jordan oui, et je tout. pense- Moi, je je pensais pas pensais à ça, mais Ok. j'ai vu. Ah bah. Ah non. Bah, Bah, je le dis ou pas? Bah, vas-y, Non. tu peux. Space Jam. Putain. Les Looney Tunes contre-attaque. Tu vas perdre. Il y a des trucs beaucoup plus récents aussi. Oh putain, j'en ai Ouais, un. bah, J'ai plus le titre, putain. je sais. Monsieur Popper, c'est pas quoi? Stuart Little. Ouais, Sonic. Putain. Ah, il y en a un, j'ai plus le titre. Je vois le film et j'ai plus le titre, putain. Ah, Paddington? Ouais. Paddington 2. Ah, en théorie. Putain, il y en a un, j'ai plus le titre. Ah putain. Ah, vas-y. Vas-y, éliminé. Léandre, c'est toi et moi en finale. Ouais, je t'en prie. L'apprenti sorcière. Paddington 2? Sonic 2. Ah, on peut jouer à ce jeu-là. Ouais, je sais qu'on peut jouer à ce jeu-là. Mais est-ce qu'on peut jouer avec toi? Tac au tac. Tac au tac. Oui, bah attends. Bah, tic et tac. Hop. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs 2. Ah, le nombre de merde que j'ai regardé comme ça. Bah ouais, t'en as forcément. Putain. Ah putain, j'arrive pas à réfléchir. Moi, j'abandonne. T'abandonnes? Ouais, bah, parce que sinon, mec, tu veux pas me laisser. Si tu me laisses 4 secondes, je peux t'en trouver un. Vas-y. Allez, 4 secondes sont passées. J'entends. Allez, un point pour Cédricos. Il reste Attends, encore Space Jam 2 qu'on n'a pas dit. Mais... Putain, il y en avait en plus. Et Richard au pays des héros magiques. Mais avec les juste. Putain, il y en a un, C'est- je trouve plus. C'est le maintenant titre, que suis là, je viens de dégoûté. me dire toutes les adaptations de BD, de. Mec, comment est-ce qu'on peut gagner? Genre, c'est Mais oui, le je roi joue de pas, sens c'est bon, critique, ouais, mec. je joue pas C'est la le prochaine roi fois. de sens critique. Genre, tout ça, c'est C'est des injouable, listes. mec. C'est des listes de sens critique. Mais non, mais ouais, Mais vous les avez vus tous ces films? Mais oui, je les ai vus. Et justement, Non, j'ai pas beaucoup tout, là. regardé de films comme ça. Mais mec, oui, voilà. C'est bon, là, j'ai une liste de films. Genre, tu sais, Ah, le Alvin Congrès. et les Chipmunks, genre, Ah ouais. tous Tu l'as ces vu, trucs-là, le mec. Congrès genre. Pardon? Le congrès. Ouais, le Putain, c'est lui que je pensais. Mais c'est Sur fou Twitter, l'animation. on l'a dit. Il y a une partie était là. réelle au début. Bah ça marche alors. Putain. Stuart Little C'était 2. lui. Et du coup, j'ai bloqué sur lui. Putain.
Mais oui, mais putain. Ah mec, le nombre de films que j'ai là, c'est un truc de ouf. Bref, on s'en fout. Un petit dernier ou est-ce que... Ouais, carrément. Bon, là, c'est plus trop lié à l'image, mais c'est pas grave. Les films adaptés de séries. Donc, il faut que l'œuvre originale, ce soit une série, et qu'il y ait un film qui soit adapté de la série. Ok. Ok. Attends. Ok. J'en ai un, là. Il y en a plein. Star Trek. J'allais dire, on change de sens. Si vous voulez. Pour avoir plus de temps. Ah bah oui, si vous voulez. Non. Non. J'ai déjà dit. Toi, c'est pareil pour toi dans tous les cas. Non, gardons le même. Ok. Bah attends, je réfléchis du coup. Adapté d'une série, le film adapté d'une série. Euphoria, Ouais, non, putain, je vais dire de la merde. Non, mec, Non, désolé. trop long. Le film Breaking Bad. El Camino, ouais. El Camino. Il a un titre, mais... Il y a pas The Walking Dead, ils vont pas faire un film? Ouais, il est pas encore sorti, mais... Je peux le mettre? Ça passe ou pas? Ok, admettons. Bob l'éponge, le film. Luther. Le film Luther, Ok. Soleil Noir. je Ouais, crois. Idriss Elba. Non, j'en ai pas, mec. C'est hyper frustrant. Non, mais je vois pas. En plus, je regarde pas de série, moi, quasiment, donc... À toi. En finale, Cowboy Bebop, le film. Transformers 1. Ouais, ok. Transformers, le film d'animation des années 80. Transformers 2. Ok, on peut jouer à ce jeu-là. Tu dis que je suis un rageux après. La famille Adams. Mais non. Ah non, il va... Tu peux, hein. Bah oui, tu peux. Bah non. Evangelion. Scooby-Doo. Scooby-Doo 2. Dark Shadows. Non mais moi je suis mort, il va me fumer. Ouais, je suis mort. J'ai perdu. Cédric. Très bien, je ne jouerai plus au prochain jeu, tant pis. Bah là, c'est un jeu où c'est sûr t'es plus fort que nous, mec. Du coup, on arrive à la fin de cette première partie de cet épisode de Palabre avec Félix. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre, Cédric et Félix, et on espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cet épisode, du coup, où on parlera un peu plus d'images au cinéma. Salut les gars. Salut. À bientôt.